Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum. J'espère que vous êtes là. Je n'ai pas la possibilité de vérifier comme dans d'autres plateformes, mais en tout cas, je vous dis bienvenue. Ceci étant un premier essai avant que ce ne soit 16 heures. Il est 16 heures exactement. Nous attendons quelques nouvelles arrivées et nous commencerons notre conférence. Quelques petites mises au point d'ordre technique. Je vois qu'il y aurait à peu près une douzaine de personnes. Je vous souhaite à toutes et à tous le bienvenu et je vous salue. Voilà, cette conférence a pour thème le coaching et la philosophie. Je vais commencer par vous me présenter à vous et je vais ensuite établir le cadre de cette conférence, expliquer les origines, les prémices de ce travail-là et puis partager avec vous quelques réflexions sur la philosophie antique et le coaching contemporain, actuel. Je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent. Je ralentis un peu le rythme, comme ça, tout le monde pourra nous suivre en même temps. Je commence donc par me présenter. Moi, je m'appelle Mohsin Ayou. Je suis d'abord père et grand-père. Je suis formé en sciences politiques et relations internationales. J'ai eu une expérience de manager. J'ai fait des formations en coaching. Actuellement, je suis coach, formateur de coach. Et à côté de cela, je suis également écrivain. J'ai publié un livre, j'ai co-écrit un livre sur le soufisme et le coaching avec Patricia Mayrus. Et ma passion, à côté de tout cela, c'est d'être un porteur et un partageur d'idées. Je pratique l'humour comme thérapie et il m'est très agréable de partager les idées que j'ai, le travail que je fais avec les uns et les autres. Il m'est encore plus agréable de recevoir vos remarques, vos questions et vos enrichissements de ce travail-là. Bien entendu, cette conférence est donnée dans le cadre du Cercle Minerva, un cercle de recherche en philosophie que je remercie. Elle a pour cadre 1 heure à peu près, donc je parlerai dans les 40-45 minutes. Et puis, en fonction du timing, je me ferai un plaisir de répondre à vos questionnements, à vos interactions, à vos suggestions, mais ce sera en fin de conférence puisque le moyen sur lequel nous sommes ne nous permet pas un chat en direct, ou du moins me déconcentrerai par rapport à ce que j'ai envie de vous partager. Le cadre étant posé, ce travail n'est pas venu d'hier, il fait partie de mes préoccupations depuis quelques années déjà. À ma découverte du coaching, je suis allé voir les liens possibles entre le coaching et d'autres disciplines et d'autres civilisations, d'autres sagesses, d'autres techniques, d'autres métiers, voire d'où un premier travail sur le coaching et le soufisme, et ce travail-là qui est commencé depuis quelques temps sur la philosophie et le coaching. Mes sources, il y en a beaucoup. Beaucoup de gens, beaucoup de coachs et de philosophes se sont intéressés à la question. Mes sources, donc, ce sont ces travaux-là, pas un en particulier, mais global. Je fais référence, par exemple, à François Roustan, dans son magistral livre sur Socrate ou le secret
pour changer la vie, aussi bien qu'à François Julien dans des livres comme Une seconde vie ou Vivre en existant. Mais ma deuxième source, si je peux m'exprimer comme cela, vient du coaching, de ma pratique du coaching et de mes observations. Ceci se fait dans le cadre, à la limite, des compétences du coach. Le coaching est un métier où le coach s'engage dans un processus d'apprentissage et de développement continu en tant que coach. C'est l'une des exigences du métier. Et puis, le coach développe une pratique réflexive continue pour améliorer sa pratique de coach. C'est au cœur des compétences des coachs. Et les coachs professionnels qui nous suivent, allez juste à la compétence 2 et vous verrez que je n'ai fait que citer ces deux éléments. Donc, ça fait partie de la pratique professionnelle du coach, d'être dans la réflexion, dans la réflexivité, agir et réfléchir sur son action. Ceci dit, je tiens à remercier Si Mohamed Hazima et le Cercle Minerva qui nous offrent cette possibilité de échanger ensemble. Ces préliminaires étant réglés en termes d'inclusion, en général, dès qu'on parle de philosophie et de coaching, il y a un nom qui s'impose tout de suite à tout le monde, et hop, c'est Socrate. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai, mais je ne vais pas commencer par Socrate. Justement, je ne vais parler de Socrate qu'en fin de conférence. Alors, si on ne parle pas de Socrate pour faire le lien entre la philosophie et le coaching, de quoi partirions-nous? Quel serait le point de départ le plus intéressant pour aller creuser les similitudes, les convergences, les divergences, les distinctions, qu'est-ce qui peut apporter l'un à l'autre, comment l'un peut enrichir l'autre? De quoi nous partirions? Ne partons pas de Socrate. Eh bien, je vais vous partager la méthode que j'ai suivie moi-même pour préparer cette conférence. Je me suis posé la question, bon, ben, je n'ai pas envie de commencer par Socrate, ce serait un sentier battu et fortement battu. Par quoi je commencerai? À partir de quoi je partirai? Eh bien, en tant que coach, je pars à partir de ce qui est, à partir de ce que nous vivons ici et maintenant, de ce que nous partageons, vous les présents et moi qui vous parle, partir de ce que nous vivons dans cet ici et maintenant qui nous rassemble, qui nous réunit. Dans cette situation de confinement. Si je pars de ces deux éléments, qu'est-ce qu'il m'arrive comme réflexion et quel lien entre ces réflexions-là, le coaching et la philosophie? Et donc ma conférence va partir de ce que nous vivons. Elle a un fil conducteur avec à chaque fois la mise en évidence d'un concept ou d'un autre à partir du vécu, pour passer ensuite à une mise en miroir, pas une comparaison, mais une mise en miroir entre philosophie et coaching. Nous reviendrons à un autre concept de philosophie que nous utilisons beaucoup en coaching parfois, nous l'utilisons sans le connaître, sans le savoir, à la manière de M. Jourdan. Et puis je verrai une ou deux écoles de coaching, de grandes écoles, le stoïcisme et l'humanisme, avant de boucler en votre présence par notre grand ami, notre grand ancêtre à tous, le fameux Socrate. Bien alors, ce que nous vivons une conférence organisée dans un cadre assez lourd, c'est une pandémie mondiale, avec des conséquences graves sur les individus, les groupes, les nations, les États, avec des conséquences que nous ne sommes pas encore en mesure de mesurer. Une situation lourde pour l'humanité. Les Grecs, quand ils se sont confrontés à des situations pareilles, ils se sont posé des questions. Et la question première était,
c'est quoi cette contradiction entre l'existence du mal inexpliqué, incompris et incompréhensible, et l'existence du Dieu omnipotent et omnipuissant et omnibon. Et ils ont discuté de tout cela dans le cadre de la théodicée, ilm ilahiyyat. Alors, la théodicée grecque, c'est toute une pensée philosophique avec chacun qui va apporter ses propres réponses à ces situations. Si l'omnipotence, la bonté divine est là, pourquoi permet-elle le mal? Alors, il y en a qui vont dire qu'il y a une raison cachée, il y en a qui vont dire que c'est une punition du genre humain, il y en a qui vont dire parce que les humains ont fauté, et cela nous le voyons aujourd'hui, à propos de la pandémie. Il y a les théories complotistes, il y a les théories intégristes de toutes les religions qui disent ça c'est parce que l'humanité a péché et Dieu envoie sa punition. Il y a les explications scientifiques et ainsi de suite. Si le rôle de la philosophie, nous y reviendrons tout à l'heure, est de poser problème et chercher des réponses, le coach, lui, va se positionner dans une logique de que faire dans cette situation, qu'est-ce qu'elle m'apprend, qu'est-ce que je peux en utiliser pour ma propre destinée, pour mes propres choix, pour mon propre équilibre personnel. Et là, on va sortir le principe du cadeau caché. L'un des cadeaux cachés que nous offre cette pandémie, eh bien, c'est le fait de nous retrouver dans cette conférence et en saisir l'opportunité. Et avec ce mot, ce concept d'opportunité, je passe à un autre concept très cher aux Grecs. Rappelez-vous que nous sommes tous en train de voir les conditions dans lesquelles nous sommes réunis. Une conférence via le mail, via un réseau social organisé par Minerva avec mon humble personne. Le concept suivant, c'est le kairos. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que nous essayons d'organiser cette conférence depuis la mi-2019. Nous en avons parlé en avril, de presque une année, 2019, avec Si Mohamed Tahzima. Mais il fallait des autorisations, il fallait réunir des gens, il fallait faire coïncider des calendriers, il fallait trouver une salle, et un horaire et tout cela, et puis ça n'a pas pu se faire jusqu'à aujourd'hui, ce mercredi 6 mai 2020. Eh bien, les Grecs appellent cela le temps du Kairos. C'est quoi le temps du Kairos? Eh bien, dans la conception grecque du temps, vous avez trois grandes préhensions du temps. Il y a le chronos que nous connaissons tous, c'est la chronologie, c'est 24 heures par jour, 365 jours, un quart par an, et ainsi de suite. Et il y a l'aion, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, c'est les temps cycliques, c'est les temps longs, c'est le temps d'une civilisation. Et puis il y a le kairos. Le kairos est le temps juste. C'est le temps juste, le temps où les choses se réalisent. La légende nous présente le Kairos comme un jeune homme sportif avec une crinière en queue de cheval qui circule dans la cité. Ceux qui le saisissent, ceux qui voient en touchant sa crinière en queue de cheval, eh ben, ils vont réaliser. On va dire en langage courant, saisir l'opportunité qui a fait le lien entre entre le premier concept de la théodicée et ce deuxième concept qui nous vient de la Grèce antique, le kairos. Bien. Eh bien, tout simplement, le kairos de cette conférence est venu. Le kairos, par rapport au chronos, c'est le temps juste. Le temps qui porte du sens. C'est une minute où deux personnes
se sont rencontrés au hasard de la vie. Et ça, à cette minute-là, les deux ont compris qu'ils allaient faire leur vie ensemble, avoir des enfants, monter un projet familial et mourir l'un au bras de l'autre. C'est un instant de Kairos qui n'est pas dans l'agenda calendaire. Ce n'est pas le jeudi 25 mars à 19h30 exactement. C'est le temps qui a du sens. Ce temps-là, le coaching va l'intégrer dans ce travail, dans son accompagnement. On va être aussi bien dans le chronos, le temps calendaire, que dans le kairos. Et donc, cette conférence lui-même est fruit du kairos. Deuxième concept, qui me permet d'avancer tout doucement vers un autre concept en vous donnant une information. Cette conférence, comme vous savez, le thème a été établi en avril 2019. Nous avons fait des essais de l'organiser en présentiel, mais finalement, elle a pu se faire maintenant parce que le Kairos y était. Le Kairos y était. Le cadeau caché qu'on tire de cette pandémie, c'est de pouvoir échanger ensemble sur un tel sujet, mais il se fait que cette conférence, sans que nous fassions attention, ni si Mohamed Zima, qui lui-même est coach, ni moi-même, qu'elle coïncide avec quoi? Eh bien, elle coïncide avec la journée mondiale du coaching. Et la voilà inscrite dans les deux agendas, l'agenda de Minerva et l'agenda de ICF Maroc. C'est une synchronicité. Troisième concept. On peut parler de convergence, de coïncidence ou de simultanéité de deux événements, voire plus, sans aucun lien de causalité. Mais là encore, leur coïncidence, leur convergence, leur concordance revêt un sens. Et donc les synchronicités vont nous permettre de dépasser la causalité première, la cause à effet. Cette règle tellement chère à Albert Einstein et qui lui a fait dire « Dieu ne joue pas au dé ». Sauf que si Dieu ne joue pas au dé, parfois il s'y laisse prendre. Parfois, nous disons que c'est du hasard. Et donc, dans l'accompagnement coaching, on va sortir des raisonnements classiques de cause à effet. On va même dépasser la récursivité et aller dans une logique qui fait attention aussi bien aux éventuels cadeaux cachés, je pourrais donner des exemples de travail sur cette base-là, que de kairos également, et que de synchronicité, pour en révéler toute la richesse de raisonnement que nous pouvons avoir en sortant des raisonnements classiques, en sortant des sentiers battus. Parce que l'accompagnement coaching, ce n'est pas un accompagnement de remise sur les rails. C'est un accompagnement de rencontre avec soi-même, et c'est un accompagnement pour personnes qui veulent se prendre en charge, qui veulent devenir les acteurs de leur vie de manière globale ou d'une situation particulière. Et donc les modes de raisonnement classiques, usuels, tout en restant intéressants, doivent être dépassés, et donc on est aussi attentif à cette question de synchronicité. Nous sommes donc à partir des conditions d'organisation de cette conférence, donc à partir de l'ici et maintenant que nous vivons tous ensemble, à visiter quelques concepts philosophiques, et nous en avons visité 3 jusqu'à présent. Maintenant, si nous voulons faire un peu de théorie, parlons des distinctions et des convergences entre philosophie et coaching.
Et d'abord, la légitimité de cette recherche. Eh ben, c'est normal, c'est simple. Le coaching est une discipline en pleine construction théorique et conceptuelle. Elle est en quête de fondement. Je reviendrai à ces questions de fondement en fin de conférence. La discipline coaching est en quête de fondement. De son côté, la philosophie se prête elle-même à une analyse systématique et légitime de cette discipline, du coaching. Parce que la philosophie a la capacité épistémologique pour justement problématiser les sciences humaines. Et donc que l'une s'intéresse à l'autre mais d'un angle différent est tout à fait légitime. Et donc, il y a plein de distinctions, ne nous trompons pas. Il ne s'agit pas de faire du coaching philosophique ni de la philosophie coacheuse, si je me permets la question, le jeu de mots. Il s'agit de voir, de saisir que chacune des disciplines va regarder l'autre d'un angle différent, avec une posture différente et avec, avouons-le, des intérêts différents. Intérêt philosophique, analyser, problématiser, voir qu'est-ce que c'est que ce coaching. Intérêt coaching, s'abreuver, s'enrichir, se ressourcer, se nourrir auprès de la philosophie. Et donc, allons voir ces distinctions, mais je vous appelle à prendre conscience avec moi que ces divergences, ces distinctions, en fait, elles rapprochent plus les deux disciplines, les deux domaines, qu'elles ne les éloignent l'une de l'autre. Si nous les voyons d'une certaine manière dialectique, on va voir que ce sont des distinctions qui rapprochent. Le coaching est dans une transversalité des sciences humaines. La philosophie a sa méthodologie autonome. Elle a à poser le problème. L'intérêt dans cette distinction, c'est que le coaching en est conscient. Il sait qu'il n'est pas philosophe. Mais il va s'appuyer sur la philosophie. Nous avons déjà vu 3 concepts, nous en verrons d'autres. En coaching, le question est un moyen d'atteindre un objectif, celui du coach, bien sûr, de réaliser un changement. Alors que la question philosophique, une fois le problème posé, se développe essentiellement comme fin en soi. Si d'un côté la question est un moyen, d'un autre côté c'est une fin, voilà une complémentarité à un deuxième degré, si je peux m'exprimer ainsi. Le coaching est censé être toujours orienté solution, je veux bien. Une philosophie sans solution est possible, est envisageable. Autrement dit, une philosophie, et je mets entre guillemets le mot suivant, non performante, est toujours une philosophie. Un coaching non performant, il y a beaucoup de questions à se poser, mais il y a cette divergence du questionnement, du but du questionnement coaching et du questionnement philosophique est un rapprochement paradoxal, si j'ai envie de dire. Le coaching est dans la réalité du terrain. Il est dans l'action. Le coaching est une forme d'art qui poursuit une forme à déterminer, à savoir ce que le client attend. La philosophie peut elle-même se permettre de
fonctionner, d'agir sans but, sans art, avec le seul paradoxe comme matériel de travail. Et encore une fois, les orientations semblent être divergentes et distinctes, et cette distinction tient vraiment la route, à mon avis. Par contre, la convergence principale entre philosophie et coaching, eh ben, vous le savez tous et toutes, ou du moins vous l'avez deviné, c'est la maïeutique socratique comme modèle théorique pour le coaching. La maïeutique socratique. Mais comme j'ai promis de ne pas parler de Socrate en entrée de jeu, je laisse cette question de maïeutique pour tout à l'heure. Cette petite incursion théorique étant faite, je vais appeler un autre concept. Comme exemple de concept philosophique que peut-être beaucoup de coachs connaissent et beaucoup ne connaissent pas, et avec lequel nous travaillons, comme je disais tout à l'heure, à la manière de M. Jourdan, même quand on ne le sait pas. Je suis en train juste de récupérer un document à moi pour juste rentrer introduire l'élément de la physis. Faites attention, ce n'est pas la physis. C'est la physis. Ça s'écrit P-H-U-S-I-S. Et pourquoi ça s'écrit comme ça? Parce que d'abord, c'est un concept philosophique pré-socratique, anté-socratique, qui englobe la nature, mais pas dans la compréhension que l'on aura après. C'est pas la nature physique telle que nous la voyons. C'est la nature vivante en termes de contenu et de processus imbriqués et mélangés. La physis est tout ce qui advient. La nature, mais non pas au sens moderne, ni même l'ensemble des choses physiques, mais élargi à la dimension la plus large possible. C'est-à-dire la totalité de ce qui est ou se produit, les événements ou processus. Concept très difficile à introduire, surtout qu'il est présocratique, il a carrément été abandonné et il a fallu attendre Heidegger pour le remettre à l'ordre du jour. Comment on pourrait parler ou introduire cette physis? Ce serait la perpétuelle éclosion. Nous vivons tout cela ici maintenant dans ce merveilleux printemps qui égaye des journées assez sombres. C'est l'éclosion permanente, c'est l'engendrement, c'est l'autodéploiement, c'est se poser soi-même, c'est l'émergence. Et donc, une conception de la nature qui est beaucoup plus holistique, osons le mot, que les conceptions qui ont dominé. Ce concept-là peut être avancé jusqu'à être doté de la notion de pulsion si nous allons dans le domaine de la psychologie. Nous connaissons l'éros, nous connaissons le thanatos. Bien, eh bien, il y aurait la physis, qui est une pulsion de croissance, qui est une pulsion pour l'être, dans la nature, globalement, revenant à l'être humain, pour l'être humain, de déployer ses ailes. On va trouver beaucoup de formules courantes, surtout avec le marketing, qui prend tout ça en charge maintenant, pour devenir lui-même, pour se réaliser, pour s'accomplir, pour ceci.
se réaliser, s'engendrer, se réengendrer, et c'est à la limite une pulsion humaine aussi valable que la pulsion de l'éros, la vie, ou du thanatos, la mort. Cette remise à l'ordre du jour par Heidegger a fait couler beaucoup d'encre sur la notion de physis. Parmi les gens qui sont intéressés à cela, il y a un philosophe du nom de Jean Grandin ou de Girard Guest. Et jusqu'au point de parler de l'un de drame et l'autre d'effondrement et de catastrophe, la mue du concept de physis. Parce que ce concept-là, par la suite, après Socrate, va devenir concept de la nature, va donner la physique, métaphysique et tout cela. Et donc sa remise à l'ordre du jour au niveau théorique a été faite par Heidegger et ces deux messieurs. On peut aussi citer Maurice Merleau-Ponty dans son ouvrage Chair du monde, dans son concept Chair du monde, et j'aurai de la bibliographie à partager avec vous là-dessus, sur la physis, pour ceux et celles que ça intéresse. La physis, donc, un concept pré-socratique, un concept qui peut être élevé au mode de pulsion. Que va en faire le coach? Eh bien, tout simplement, ce concept-là est à la base du travail du coach, à la base du coaching lui-même. Le coach croit en le potentiel de son coaché. Le coach croit que son coaché a tout ce dont il a besoin pour réaliser ce qu'il a envie de réaliser. Que ce soit aussi bien un besoin d'ordre technique qu'un besoin d'ordre personnel, identitaire et profond. S'il n'y a pas cette croyance de base, cette conviction de base chez le coach, eh ben, il n'est pas dans la croissance, il n'est pas dans l'engendrement, il n'est pas dans le déploiement. Une croyance fondatrice aidante qui nous permet en tant que coach de faire ressortir, émerger tout ce que le coaché ne met pas en œuvre du fait de son contexte, de son environnement, de son stress, de son mode de vie, etc., etc. Mais là, il y a cette pulsion de croissance à laquelle nous croyons, avec laquelle nous travaillons. La meilleure expression de cette pulsion de croissance, ou de ce concept de physis, est faite par les belles d'asphalte. Vous savez, les belles d'asphalte, c'est ce que communément nous appelons les herbes folles. Vous savez, ces graines qui poussent au milieu de l'autoroute, parmi les décombres, en plein ciment, elles poussent et déploient toute leur beauté. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces graines? Malgré un environnement totalement hostile, une autoroute, du goudron, et la fleur, elle pousse, la graine, eh bien, elles ont utilisé la physis, elles sont dans la physis. Elles ont déployé leur être de graines. Elles ont réalisé leur raison d'être. Une graine et pour faire une plante. Celle-là a eu le goudron sur les épaules, le cas de le dire, elle a quand même bousillé l'environnement. Elle a cassé le goudron, le ciment, ou tout cet environnement hostile, en étant extrêmement faible du point de vue physique. Qu'est-ce qui a donné cette force? Eh bien, c'est le concept de physis. C'est ce concept de réengendrement, réinvention, éclosion, naissance, etc.
etc. Voici pour la Physis, je pense que l'image d'une belle d'asphalte est parlante, beaucoup plus parlante que des centaines de pages quand nous voyons le déploiement de la Physis, on pourrait dire, mais la nature vivante, la nature prise de manière holistique, aussi bien au niveau du rationnel que du l'irrationnel, du normal, du paranormal, de tout ce qui est et qui advient. Tout ce qui est et qui advient. Voilà donc quelques concepts, nous en avons vu 4. Parlons maintenant sans trop aller dans le détail, parce que toute la philosophie peut être visitée, tout ça. Et je reconnais m'être astreint pour cette phase de mes recherches à la philosophie grecque, mais je suis sûr que dans les philosophies orientales d'Amérique latine, il y a énormément plein de choses à prendre. Mais pour la méthodologie, je me suis resté dans la philosophie hellénique européenne. Le stoïcisme, le stoïcisme, c'est tout simplement une école qui a pour finalité le bonheur de l'existence humaine, obtenu par l'acceptation rationnelle de l'ordre du monde et de son évolution. Ce mot acceptation va faire tiquer. Attention au niveau des... Pour les stoïciens, accepter ne veut nullement dire se soumettre. Accepter ne veut nullement dire subir. Le mot qui serait le plus adéquat et que utilise justement François Julien est, à la place de l'acceptation, le consentement. Et là aussi, pour se rapprocher du concept, il y a à revenir à la prière de Marc Aurèle. Accepter ce que je ne peux pas changer, courage de changer ce que je peux changer, et la sérénité la sagesse de séparer entre les deux. L'enjeu n'est pas d'être un béni-oui et d'accepter, au contraire. L'enjeu est justement de dégager de l'énergie pour changer ce que nous pouvons changer. Beaucoup de personnes perdent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à vouloir changer des choses sur lesquelles ils n'ont pas la main. Alors, perte de temps, perte d'énergie, objectif non clair, c'est assez grave en soi. Mais le plus grave, c'est quoi? Le plus grave, c'est que pendant qu'ils essayent de changer ce sur quoi ils n'ont pas la main, ils n'ont aucune énergie pour changer ce qu'ils peuvent réellement changer. En coaching, on va parler, par exemple, de l'objectif recevable. Une personne en coaching qui vient dire Madame la coach, Monsieur le coach, moi j'ai 75 ans et mon objectif c'est de faire une école d'astronaute et d'être le premier astronaute sur Mars. Et je vous informe qu'à côté de cela, je suis diabétique, cardiaque et je souffre de 3 ou 4 autres maux. Objectif irrecevable. Quelque chose sur laquelle la personne n'a pas la main. La recevabilité de l'objectif. Sans le savoir ou en le sachant, nous travaillons beaucoup avec cette perception ou plutôt cette construction de notre relation au monde. C'est cette même discipline stoïcienne qui va nous permettre de transformer l'obstacle en avantage, ou en langage moderne, la contrainte en opportunité. Et là, nous sommes dans une philosophie de l'action. Paradoxalement, si accepter, c'est se soumettre, non, c'est pas d'action. Accepter, c'est dégager de l'énergie pour avancer. Pour celles et ceux que ça s'intéresse à un autre chapitre que philosophique, il y a un très joli roman là-dessus de Irvin Yalom qui s'appelle La méthode Schopenhauer et qui est facilement disponible en livre de poche.
L'autre école dans laquelle je parlerai avant d'arriver avec vous tous ensemble vers notre ami Socrate, que nous avons laissé pour la fin, l'humanisme. Si nous citons l'humanisme, si nous parlons d'humanisme, on va tout de suite parler d'Erasme, de Montaigne, mais on peut aussi parler de Maïmonide et d'Ibn Khaldoun. C'est quoi ça? C'est l'homme au centre. La personne humaine et son influencement est au-dessus de toutes les autres valeurs. Voilà encore une fois le cœur du coaching, avec les présupposés et les conséquences de l'humanisme, à savoir que l'autre a autant de valeur que moi. Et en coaching, nous parlons de la relation paritaire coach-coaché. L'autre a la capacité de comprendre et d'apprendre. Donc la conséquence, c'est le partage du savoir. Et les humanistes ont été les premiers, par exemple, à leur niveau en Europe, à traduire la Bible du latin vers les langues vernaculaires pour le rapprocher des gens et partager ce savoir-là. Et chacun est responsable de sa destinée. Donc, conséquence logique, c'est que le changement est possible. Et le coach, il travaille avec ça. S'il n'est pas dans cette conviction philosophique humaniste, s'il pense qu'il a des leçons à donner au coaché, s'il pense qu'il est le maître à penser ou le directeur de conscience du coaché, eh ben, il n'est pas dans la logique du partage du savoir, il n'est pas dans la logique de l'autre à autant de valeur que moi, et puis il n'est pas dans l'humilité d'apprendre de son coaché. Or nous savons, les coachs praticiens, que nous apprenons autant, sinon plus, de nos coachés que eux et elles n'apprennent de nous. Là, la voie est très facile. Nous parlons, il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus. Nous parlons de management humaniste. Ça va au-delà du coaching. L'humanisme est là, remettre l'être humain, la personne au centre des préoccupations. On peut l'appliquer à plusieurs domaines. Il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus. Le management humaniste ou le manager humaniste. Alors, être humaniste, et là aussi c'est une des caractéristiques du coach professionnel, c'est considérer que sa vérité est limitée. Ma propre vérité est limitée. Et donc accepter la possibilité d'autres vérités dans la vie, et plus particulièrement chez le coaché lui-même. Autrement dit, l'humanisme, par-delà ses présupposés de base et ses conclusions théoriques et pratiques, est beaucoup plus qu'un outil, beaucoup plus qu'une, discipline. C'est un fondement. Un coach non humaniste, à mon sens, ça pose problème, pour ne pas dire ça n'existe pas. Nous connaissons tous, dans notre jargon de coach, et en général de toutes les personnes qui sont dans les métiers de l'accompagnement, nous connaissons tous l'acceptation inconditionnelle de l'être, de la personne. Nous apprenons en tant que coach à être dans le non-jugement. Nous apprenons, et j'y reviendrai tout à l'heure en tant que coach, à ne pas essayer, tenter de savoir à la place de l'autre. Et donc voilà jusqu'à présent 4 concepts, je les rappelle pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début: la théodicée, le kéros, la synchronicité que nous avons tirée de l'ici et maintenant qui nous réunit. Nous avons passé quelques distinctions et convergences entre philosophie et coaching. Nous avons vu un peu le concept de physis, et puis survolé, présenté, juste interpellé, cité de grandes écoles philosophiques, le stoïcisme et l'humanisme. Il ne nous reste plus de place que pour notre ami Socrate. Pour notre ami Socrate qui, lui, n'ayant pas été cité dès le début de la conférence, va bénéficier de l'adage à tout seigneur, tout honneur. Il est logique que le saint patron des coachs ait un traitement
de choix, de VIP, dirions-nous aujourd'hui. Alors, pour ce travail-là, je me suis basé sur, comme je dis tout à l'heure, le livre de François Roustan et les travaux de Joël Figari. Pas la peine de donner de référence directe. Vous cliquez Joël Figari ou François Roustan et vous avez toute la matière. Ce que j'ai fait à partir de ces travaux-là, c'est de voir, rappelez-vous, tout à l'heure que le point commun, le point de convergence entre la philosophie et le coaching, c'est la maïeutique. Et la maïeutique, elle est socratique. Socrate a dit, je ne sais rien, je ne suis pas ça, je ne peux rien vous apprendre. Tout ce que je peux faire, c'est vous poser des questions et à vous-même de découvrir ce que vous avez en vous. C'est la maïeutique. La maïeutique, c'est l'art du questionnement. Et donc, à l'aide de ces travaux-là, je vais vous présenter quelques règles de la maïeutique et ce que nous en faisons, ce que nous pourrions en faire en coaching. Et je vais me baser sur 3 dialogues de jeunesse de Platon. C'est ce que les philosophes appellent les dialogues socratiques, parce que c'est là où Platon parle de 100 mètres et traduit la vie, la pensée, si on peut dire, de 100 mètres. Alors, dans le tête-tête, c'est un dialogue de Platon sur la science et sa définition. Socrate dit, ou Platon fait dire à Socrate, « Chez moi, il n'y a point d'enfantement de savoir. » Autrement dit, moi, Socrate, je n'accouche pas de savoir. Bien, merci monsieur Socrate. Le coach apprend à être dans le non-savoir. Il apprend à ne pas savoir pour le client, à ne pas savoir à la place du client. Voilà une première correspondance. Savoir être dans le non-savoir. Et nous connaissons tous que si un client dit je gère cette situation de telle manière, on ne va pas lui dire monsieur le client, attention, moi voilà comment je gère, vous devriez faire comme moi. Peut-être que ma manière de gérer est bonne ou pas, mais c'est ma manière, c'est ma vérité, c'est mon savoir sur moi-même. Je ne sais pas pour l'autre. Voilà un premier point commun. Alors, il s'agit dans la maïeutique selon Socrate, toujours dans ce dialogue de tête-tête, là je cite parce qu'il faut être dans le texte, il s'agit seulement dans la maïeutique de poser des questions aux autres et de ne rien produire moi-même sur aucun sujet, faute de posséder aucun savoir. Le coach est un poseur de questions. Il développe, acquiert, travaille l'art de poser des questions. Et ces questions sont fondamentalement différentes de la question du journaliste, de la question de l'avocat, de la question du juge, de la question d'autres questionnaires. Sa question est tout le temps là, dénuée de toute intentionnalité. Il ne subodore aucune réponse. Il ne pose pas les questions dont il connaît la réponse d'avance ou dont il voudrait avoir telle ou telle réponse. Il va donner la question qui émerge, qui vient de l'interaction, qui vient de ce climat qui s'installe dans le coaching et qui vient de cette fusis d'engendrement. Je rentre dans une séance, la tête vide de toute question. Je vis la séance dans l'ici et maintenant et je n'ai plus que l'embarras des choix, des questions que m'offre la nature, de la qualité de la relation que j'installe avec mon client en tant que coach. Troisième citation de Socrate par Platon dans le Tête-Tête. De moi, ils n'ont jamais rien appris, mais c'est de leur propre fond qu'ils ont. Personnellement, fait nombre de belles découvertes, par eux-mêmes enfantés. La formule classique, bon, mais qui passe partout, mais elle veut dire ce qu'elle veut dire chez nous en tant que coach. La solution est en toi. Je reconnais que c'est une tautologie qui n'est pas tout le temps avérée dans ces
petite signification, mais nous sommes dans cette même logique-là. Nous cherchons la solution que peut construire le coaché pour lui-même. Nous l'aidons à la trouver. Je reviens à l'émergence qui est l'un des piliers de distinction du coaching en tant que métier d'accompagnement. Alors, toujours dans le tête-tête, des douleurs d'enfantement que son art est capable d'éveiller aussi bien que de calmer. Il reconnaît alors que si l'âme de quelqu'un n'est point grosse, ils n'ont de moi aucun besoin. Et les adresse à d'autres personnes. Voilà la méthodologie Socrate, la maïeutique. S'ils n'ont pas besoin de moi, je ne prends pas et je redirige. Dans notre langage de tous les jours, on va parler de vérification de la demande, d'exploration du réel et puis de redirection. Comme Socrate considérait que la maïeutique n'est pas une panacée, ben il nous faut considérer que le coaching n'est pas une panacée. Ce n'est pas la solution miracle de tous les métiers d'accompagnement, c'est un métier parmi les autres. Et Socrate lui-même le reconnaît. S'il n'a pas besoin de mes compétences, ils n'ont nul besoin de moi, eh ben je les adresse à d'autres personnes. Nous appelons chez nous cela la redirection. François Roustan donne de Socrate une image dure, en l'appelant de Tao, celui qui pique, qui arrivait même à faire s'étourdir les gens. C'est pas un gentil Socrate. Il agit dans le paradoxe, il mène les gens à bout de nerfs. Est-ce que ceci empêche la maïeutique d'opérer? Eh bien, voyons comment il va définir son questionnement, mais cette fois-ci via quelqu'un qui décrit sa méthode. Procéder par intégration, mais sans le faire trébucher. Rappelez-vous la nature des questions. Sans le faire trébucher. En faisant un esprit bienveillant. Nous retrouvons du langage de coaching et des métiers de l'accompagnement. Un examen véritable de ce que je peux bien vouloir dire. Cette méthode permet de ne pas discréditer la philosophie. Fin de citation. Même la qualité du questionnement est identique. Et je rappelle que les questions de Socrate, je pourrais faire le parallèle avec les questions du coach, ne sont ni les questions du journaliste, ni les questions de l'avocat, du juge, et encore moins celles du commissaire de police en plein interrogatoire. Et donc nous voyons que c'est un questionnement plein de bienveillance, d'écoute, de non-jugement, et nous revenons à l'accueil inconditionnel de l'être. Si je vais sur un autre discours, c'est le discours de le dialogue de Phédon. Et bien là, la méthode socratique est également formulée par quelqu'un d'autre, l'un de certains interlocuteurs, Cébès, c'est une formule que nous connaissons. Quand on pose des questions aux hommes, et si on pose les questions comme il faut, d'eux-mêmes, ils disent tout ce qui est comme c'est. D'où le développement de l'art du questionnement par le coach. D'où l'importance du questionnement dans les compétences du coach. D'où tout ce travail du coach a affiné leur manière de concevoir, poser, introduire une question et surtout comment accueillir ce qui en ressort. Et puis j'ai un dernier dialogue à partager avec vous, c'est celui
du Laches. C'est le dialogue de Platon sur le courage. Le Phédon étant une synthèse de la pensée de Socrate, c'est le discours sur la mort de Socrate. Bien, alors dans le Laches, je vous prends toute une citation pour voir avec vous la correspondance, le lien avec le coaching. Socrate est appelé en consultation par Lysimachie, qui accepte d'être soumis à la maïeutique socratique, car il espère être amélioré par elle, suivant le principe de Solon, on apprend aussi longtemps qu'on vit. Donc c'est un contrat, c'est une présence de deux personnes. Ici même, Lysimachie qui accepte, qui va en conscience, qui accepte avec la méthode maïeutique pour atteindre un objectif. On apprend aussi, selon une méthodologie, parce que Lysimachie était assez âgé. Et on apprend aussi longtemps que l'on vit. Laches approuve et propose à Socrate un contrat moral dans lequel il accepte, bien qu'il soit âgé, d'apprendre ce qu'il ne sait pas encore, où il puisse aussi instruire Socrate. Ne sommes-nous pas là devant un contrat de coaching qui parle aussi bien du processus, de la méthode et de l'objectif à atteindre? Et voilà en quoi je vais pouvoir conclure là-dessus, en quoi Socrate serait, et la maïeutique socratique, Socrate avec sa maïeutique socratique serait le saint patron de tous les coachs du monde entier. Nous sommes dans une logique qui va nous dire que, in fine, si les thérapies, médecine et haute thérapie, ont un fondement hippocratique, autrement dit, qui se base sur Hippocrate, ses travaux et son sermon. Les métiers de la relation d'aide, et plus particulièrement le coaching, a un fondement socratique. Je ne vais pas revenir sur le pourquoi du comment, puisque tout ce que j'ai dit depuis le début est ce fondement-là. Le fondement socratique du coaching, c'est lui qui le place au cœur de la maïeutique, et le questionnement maïeutique peut devenir un questionnement coaching. Sur ce, je vous remercie toutes et toutes. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu défiler sur mon écran des questions et des interrogations, mais je vais y revenir une fois la conférence terminée et je répondrai le cas échéant sur le chat. Je vous remercie et attends vos feedbacks, ils enrichiraient mon approche. Bonne fin de journée à toutes et à tous. ومع السلامة. شكرا مجددا لسي محمد حزيمة ولكل رفاقه في لو سيركل مينيرفا.